Des milliards de photos par jour sur notre rétine, c'est impossible que ça n'ait pas d'impact sur nous et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ma pratique, en consultation, je bosse souvent avec un outil qui s'appelle le journal d'exploration ou d'observation alimentaire. Il me permet de recueillir des infos sur la nutrition, sur les sensations alimentaires, sur la gestion des émotions, mais aussi il permet de prendre des photos, notamment pour les gens qui ont la flemme d'écrire. Et plusieurs de mes patientes m'ont dit que de prendre en photo leur nourriture et de la noter dans un journal, eh bien cela avait agi comme une fonction d'autocadrage. À l'heure des réseaux sociaux qui nous exposent à des milliers d'images chaque jour, dans une époque pendant laquelle l'ego portrait devient discipline olympique, où l'on se shoot plus vite qu'on ne se raconte, eh bien j'ai creusé la question de la prise de photos pour voir s'il y avait un lien avec le mieux manger. Et puis bien sûr, à la fin de cet épisode, je vous donnerai 3 conseils pour fluidifier votre rapport à toutes ces images qui se déposent sur notre rétine. Mais d'abord 10 secondes pour remercier les personnes qui se sont abonnées à l'année pour bénéficier d'une plus-value pour leur santé. Merci à Claire, Cécilia, Stéphanie, hello Stéphanie, mais également Nicolas, Marine et Asma. Concrètement, votre soutien mensuel me permet de passer un peu plus de temps sur PubMed pour analyser les dernières études et me permet aussi de cibler des spécialistes qui dépassent parfois de loin mes compétences pour essayer de les interroger et de ramener leur lumière au sein de ma newsletter. Et du coup, pour vous, ça vous donne accès à des contenus approfondis, à des guides pratiques, des e-books, d'idées de recettes créatives pour mieux manger au quotidien. Si vous êtes intéressé par rejoindre la communauté d'abonnés premium, il suffit de cliquer sur le bouton « Je soutiens votre travail » juste en dessous de cet audio. Allez, bienvenue dans Nourrissant, le podcast 100% comestible, épisode 21. La semaine dernière, dans l'édition 100% offerte, je vous avais parlé de la gestion de l'impulsivité dans les barbecues et autres apéros et festins de l'été. Dans cet audio, je vais essayer d'être plus bref. Vous verrez que ce thème a l'air plus léger pour l'été, mais pas tant que ça. Alors qu'on soit sur les réseaux ou pas, vous êtes sans doute déjà familière du foodstagramming. C'est la pratique de photographier sa nourriture, que ce soit fait par des créateurs de contenu, des chefs, mais également des entreprises pour promouvoir leurs produits, mais aussi certains de vos amis ou peut-être même vous, que ce soit pour montrer à ces derniers que vous passez un moment agréable et pourquoi pas leur donner envie ou tout simplement documenter votre quotidien alimentaire. Alors il faut bien comprendre ce qui se joue. La pratique de photographier sa nourriture, c'est bien plus qu'une simple mode. Elle reflète un changement culturel dans la manière dont nous percevons et interagissons avec notre alimentation, influençant potentiellement nos comportements alimentaires, on va le voir tout de suite. À titre commercial, certains restaurants, depuis plusieurs années, ont déjà bien compris la tendance et conçoivent leurs plats, leurs recettes, afin qu'ils deviennent instagrammables, c'est-à-dire qu'ils puissent fonctionner sur ce fameux réseau, faire des vues et au passage ramener des clients. Et pour ça, il faut de la couleur, il faut du spectacle, il faut qu'il se passe quelque chose sur la vidéo, comme par exemple lorsqu'on presse un brownie ou un burger, il faut qu'il y ait au cœur du brownie du coulant, si possible chocolat blanc ou de la sauce du burger, où l'on rejoint la tendance food porn, qui est un thème inventé à la fin des années 70 pour décrire des images alléchantes de nourriture, c'est-à-dire sensationnellement hors des limites de ce que la nourriture devrait être, selon la définition de McBride 2010. J'ouvre une parenthèse, puisque c'est d'ailleurs pas limité à la nourriture. On a vu les problèmes que peuvent poser la venue en masse de touristes à Étretat pour faire la fameuse photo instagrammable. Pas sûr d'ailleurs qu'Arsène Lupin valide cet afflux massif au détriment de l'aiguille creuse, sa planque secrète. Allez, je referme la parenthèse. Alors, est-ce que ça nous aide à mieux manger ou non, cette affaire de photos ? Alors déjà, au niveau de la taille des portions, une étude a testé des individus pour checker la capacité d'évaluer ou non la taille des portions à partir d'une photo. Donc là, on dévie un petit peu du sujet de la prise de photo, mais j'y reviendrai tout de suite après. L'étude, c'est sur des plats grecs, des tartes traditionnelles et des plats à base de viande. Les individus ont sélectionné l'image correcte ou adjacente dans 90% des évaluations et ils avaient tendance, tenez-vous bien, à surestimer les petites quantités et à sous-estimer les grandes quantités. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les adolescents. D'autres études soulignent néanmoins que les photographies peuvent améliorer la précision des estimations des portions, notamment chez les enfants et les adolescents, ce qui aide à mieux contrôler les portions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans le détail sur voir des photos. Quel impact ? Prendre des photos ?
quel impact? Partager des photos, quel impact? Mais je vais le partager avec vous en 3 épisodes distincts puisque j'ai commencé à tenir compte des 100 premières réponses à mon questionnaire sur l'avenir de Charlie's Kitchen. Et à part peut-être 2 ou 3 d'entre vous, vous m'avez dit « Charlie, on t'adore, mais essaye de faire un peu plus court, notamment parce qu'on n'arrive pas à tout retenir, c'est trop dense ». Alors premier paramètre pour ce qui est de voir des photos. Le fait de voir des images de nourriture, ça active le système gustatif, comme voir de la vraie nourriture. Le cerveau déduit le goût et la récompense de la consommation basée sur les indices visuels alimentaires. À chaque fois, j'ai des études qui attestent ce que je dis. J'essaie de ne pas forcément vous les dire à l'oral. Voilà, l'étude de Topel et Van der Laan, respectivement 2009 et 2011. Je pense que ça va gêner votre expérience d'écoute, mais je vous les mettrai dans les notes de cet épisode. Donc, basé sur des indices visuels alimentaires, ce qui va moduler la faim au niveau neuronal. L'évolution aurait rendu le cerveau humain très réactif aux indices visuels alimentaires. Ça, c'est un avantage évident pour notre survie, la survie des hommes et des femmes préhistoriques. Par ailleurs, des études ont montré que voir des images alimentaires stimule la sécrétion de gréline, que je résume comme étant l'hormone de la faim, ou plutôt de l'anticipation de la faim, suggérant que la vue de la nourriture, même en images, peut provoquer une anticipation physiologique. Donc, à retenir, voir des photos de nourriture peut induire des réponses physiologiques similaires, quasi similaires on va dire, à celles de la vraie nourriture. Ok, mais toutes les photos de nourriture se valent-elles et ont-elles le même effet sur notre comportement alimentaire? Et oui, est-ce qu'en montrant des photos de brocolis vapeur, magnifiques, croquants, ruisselants à souhait, oh oui, on éprouve soudainement un craving pour ce crucifère? Eh bien, pas si sûr que ça. Je vais rentrer dans le détail. Voilà, on vient de couvrir les bases du sujet. Pour la suite de l'audio, je vous indique en quoi les photos ont un impact sur nos habitudes alimentaires et je décrypte aussi les mécanismes de la faim qui peuvent être déclenchés par la vue de certaines photos prises de manière spécifique. Et à la fin de l'audio, je passe en mode coaching avec 3 conseils concrets pour vous aider. Donc si vous souhaitez accéder à ce niveau d'information et des contenus approfondis, rejoignez la communauté d'abonnés premium en cliquant sur le bouton « Je soutiens votre travail » juste en dessous de cet audio.